Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et vous regardez actuellement la 12e émission de TechPaf, émission dédiée à la Google I/O 2017, mais on en parle tout de suite après le générique. Alors pour parler de la Google I/O, aujourd'hui je suis avec Edouard, que les anciens lecteurs connaissent peut-être, mais Edouard, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es. Ouais, alors je suis développeur Android aujourd'hui, mais vous me connaissez peut-être il y a quelques années où en fait j'étais rédacteur sur Frandroid. Il y a très très longtemps, c'était l'époque des tablettes sur Android 3, donc c'était vraiment il y a super longtemps. L'époque des tablettes. Voilà. Oui, les tablettes existaient. Et ouais, non, ça fait super longtemps. Ouais, je participais aussi à Androtech. Un peu avant cette émission-là, mais en tout cas, ça fait super plaisir d'être... Ça fait super plaisir de te recevoir et j'espère que ça fait plaisir à ceux qui nous regardent et qui t'ont connu à l'époque. Ouais. Comme d'habitude, je le rappelle, TechPaf, c'est une émission qui est en live. Vous pouvez vous participer en nous posant vos questions ou en donnant vos commentaires sur ce qu'on dit, soit directement sur le chat de Twitch, soit sur Twitter en utilisant le hashtag TechPaf que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Donc on va commencer tout de suite avec la Google I/O. La Google I/O déjà, qu'est-ce que c'est? Alors la Google I/O, c'est un événement annuel que Google organise qui est en tout, du moins prioritairement dédié aux développeurs. Mais dans cet événement qui dure 2 ou 3 jours, ça dépend des éditions, il y a surtout une grosse keynote dans laquelle Google annonce plein de nouveautés. Et donc c'est l'occasion de découvrir tout plein de choses à ce moment-là. Et du coup, l'année dernière, ça n'avait pas été l'année la plus enthousiasmante qu'on ait eue jusqu'à présent. Par contre, ça a quand même été le théâtre de nombreuses annonces, notamment les Nexus, les Google Glass. Les années précédentes, il y avait beaucoup de choses. Donc ouais, il y avait les Google Glass, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fois où en fait depuis un avion, il y avait quelqu'un qui s'était lancé, qui était ensuite arrivé sur le toit, il était descendu en rappel et après il avait récupéré un BMX en bas pour faire le tour du bâtiment. Il était arrivé dans la salle de conférence directement en BMX avec ses Google Glass. Ouais, non, c'était la première année où j'y suis allé, je me suis dit waouh, bon, là ça envoie du lourd, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas donné ce petit détail, mais toi tu vas aller à la Google I/O cette année et c'est pas la première fois, ça fait 5 fois. Ouais, ça fait la 6e fois que j'y vais. C'est relativement difficile pour avoir des places, donc cette année voilà, je vais aider Frandroid justement à couvrir l'événement parce qu'il y a forcément plein de choses à parler. Du coup, là, cette année, tu y vas en tant que média. Par contre, rappelons-le, il n'y a pas que des médias qui se déplacent pour l'événement. Il y a aussi des développeurs. Eux, par contre, comme tu l'as dit, c'est pas facile d'avoir un billet d'entrée. Déjà, il faut payer. Alors, ouais, il faut déjà payer. Donc, alors, avant, c'était 900 $. Maintenant, c'est 1150 $. Ouais, c'est comme le prix des téléphones, ça augmente tous les ans. Voilà, c'est ça. Si on est étudiant, je crois que c'est aux alentours de 300. En fait, on a l'impression que c'est super cher, mais en fait, généralement, toutes les conférences tech, c'est plusieurs milliers d'euros, donc presque, c'est pas très cher. Surtout que, en tout cas sur les conférences précédentes, à chaque fois il y avait un petit cadeau. C'est ça. C'était des petits trucs sympas. En général, c'est ce qui était présenté le jour même. Et si je me rappelle bien, en 2013, c'était Nexus 7, Nexus Q, Nexus 4. Il y avait un gros lot quand même. Voilà. En fait, c'était beaucoup plus cher que le prix de l'entrée. Donc en fait, on s'y retrouvait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, ils se sont dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient uniquement pour les cadeaux et pas pour la conférence, et que ça prenait donc des places pour rien. Donc c'est pour ça qu'en fait maintenant ils offrent plus rien. Du coup, c'est peut-être aussi bien. Donc la semaine prochaine, ce sera la Google I/O, le 17 mai exactement, si je dis pas de bêtises, c'est mercredi. Ouais, mercredi prochain. Donc la conférence sera retransmise en direct à 19 h. On fera pas d'émission spéciale comme on l'avait fait pour le Galaxy S8 par exemple, ou pour la dernière conférence d'Apple, pour des questions logistiques, puisqu'on n'a pas assez de monde présent pour couvrir l'événement. Par contre, vous retrouverez tous les articles sur Frandroid et on va vous expliquer en direct via nos articles ce qui se dit lors de cette conférence. Pendant ce temps-là, Edouard, lui, sera sur place et il essaiera de faire des petits débriefs sur les réseaux sociaux au besoin et de répondre à toutes vos questions que vous pourriez vous poser. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur l'édition de l'année dernière. Donc toi, tu y étais? Ouais, j'y étais aussi. Tu y étais aussi, et on a eu plein d'annonces. Ouais, si on simplifie, c'est donc une conférence qui dure 2 heures. Une première heure ultra chiante, sur laquelle on nous a parlé pendant 1 heure de Halo et Duo. Quand on sait ce que sont Halo et Duo aujourd'hui, on se dit bon, c'était un peu long. Et après, ils ont commencé à faire pas mal d'annonces, mais voilà, l'an dernier, c'était vraiment poussif la première heure.
Et en fait, c'est une habitude qu'ils ont pris, c'est plutôt que de faire plusieurs keynotes, ils en font une énorme. Donc du coup, il faut tenir 2-3 heures, ce qui... Tous les sujets n'intéressent pas forcément tout le monde. Exactement. Surtout un public de développeurs qui voient Allo et Duo qui sont plus axés consommateurs. Je pense que ça doit être un peu... on s'en fout, voilà. Ouais, voilà, on peut le dire, on s'en fout. Et effectivement, comme tu l'as dit, quand on voit ce que sont devenus Allo et Duo, et c'est dommage parce que sur le coup, c'était quand même assez intéressant. Ils mettaient en avant les interactions avec Google Assistant. C'est ça, ouais. Mais voilà, aujourd'hui, surtout quand on voit Google Assistant dans le reste du monde, là, ça vient à peine d'arriver en français à l'écrit sur Google Allo. Donc ça fait quand même déjà pas mal de restrictions pour pouvoir l'utiliser. On attend toujours les interactions vocales et on attend toujours les interactions avec le système, en France en tout cas, sauf sur les pixels en anglais. Ouais, c'est que en anglais. C'est vraiment Allo en français, en québécois aussi. Il y a cette notion-là à avoir. Mais Google Assistant, il y a aussi en espagnol où c'est sorti hier. Mais bon, voilà, on est encore très loin de ce qu'il y avait il y a un an, quoi. Mais d'ailleurs, Google Assistant, ils l'ont présenté l'année dernière, justement. Pas que avec Allo. Ils en ont profité pour montrer quand même un appareil. Ils ont sorti une nouveauté hardware, c'est le Google Home. Tu as eu l'occasion de l'essayer, toi, un petit peu? Alors oui, j'en ai un chez moi. Donc le Google Home, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une enceinte et qui est en plus... Tu parles en anglais, du coup. Donc forcément, on parle en anglais. Et donc, de la même manière qu'on va parler avec son téléphone, de la même manière qu'on va utiliser Siri, par exemple, si on est sur un iPhone, là, on va parler à cette intelligence-là qui va nous répondre. Et l'intérêt de ce Google Home-là, c'est qu'il est aussi connecté, par exemple, à son Chromecast, à plein d'autres choses. Bon, après, ça reste très gadget. Faut être clair là-dessus. Il y a beaucoup de questions que tu peux lui poser le champ des possibles de Google Home, enfin de Google Assistant surtout. Alors je trouve que c'est quand même très limité. Après, je suis pas vraiment un utilisateur de tout ce qui est vocal parce que généralement je fais plus vite en le faisant moi-même. Mais c'est un développeur. C'est ça. Mais disons que quoi qu'il en soit, en fait, derrière Google Assistant, c'est clairement le futur des interactions parce que c'est aussi fait, par exemple, pour nos grands-parents qui cherchaient sur Google des choses comme ça. C'est compliqué pour eux. Donc, ne serait-ce que poser une question à Google et qu'ils puissent y répondre simplement. C'est pour eux. Les enfants d'aujourd'hui vont grandir avec et plus tard, ça va devenir pour eux beaucoup plus naturel que ça l'est pour nous, en tout cas. Donc ça risque d'être intéressant et d'ailleurs ça se voit puisque tout le monde mise dessus. On a Amazon qui fait son Echo, on a donc Google qui fait Home et il y a même des rumeurs qui murmurent la possibilité qu'Apple lance un concurrent de la même manière pour la maison, sous iOS, enfin avec Siri pour aider. Lors de la conférence de l'année dernière, on a également vu un deuxième appareil, plus ou moins, c'est leur casque Daydream, qui n'est pas vraiment un appareil, mais qui est tout un ensemble. C'est un accessoire à utiliser avec le téléphone, donc un peu comme le cardboard, mais avec derrière tout un écosystème et des manettes, si je dis pas de bêtises. En fait, le problème du cardboard qu'il y avait avant, c'était, du moins l'avantage c'était que c'était pas cher, mais l'inconvénient c'était que on l'utilisait une fois et grosso merdo on le jetait. C'était pas très confortable et surtout en fait il y avait juste un bouton dessus, donc en termes d'interaction c'était très limité. Du coup ils se sont dit il faut qu'on améliore les choses, donc ils ont fait le Daydream qui est un vrai casque de réalité virtuelle où il y a donc maintenant un petit pointeur sur lequel on peut se déplacer beaucoup plus facilement dans les environnements, un peu comme ce qu'on a par exemple sur le Vive ou l'Oculus. Même le nouveau Gear VR de Samsung qui maintenant a une télécommande aussi. Exactement. Et surtout moi je trouve un gros point positif du Daydream, contrairement à HTC Vive ou quoi que ce soit, ça marche avec des lunettes, on n'est pas obligé de les enlever, ce qui est très pratique. Là pour le coup le Vive on l'avait essayé à la rédaction et avec les lunettes on n'a jamais eu de soucis. Ok, moi c'est un peu limite avec, mais... Ça dépend peut-être des montures aussi. Et bon, du coup Daydream c'était surtout lancer un vrai écosystème de la VR parce que Google recrutait beaucoup à l'époque, et il recrute toujours d'ailleurs, et donc du coup le Daydream c'est vraiment la première marque de Google pour dire la VR c'est super important et
on y investit dedans. Bah d'ailleurs, ils ont investi dedans pas plus tard que cette semaine, puisqu'ils ont racheté, j'ai oublié le nom du studio, mais le studio qui est derrière Job Simulator, qui est un gros carton sur le HTC Vive. Je crois qu'il est sorti sur l'Oculus aussi. Et ils ont fait également le jeu en réalité virtuelle dans l'univers de Rick and Morty, pour ceux qui aiment le dessin animé totalement barré. Voilà, donc Google a racheté cette entreprise, donc on sent qu'ils ne veulent pas mettre Daydream de côté, ils continuent à penser à la VR, donc il y a de fortes chances pour que cette année, on revoie à nouveau un petit peu des infos sur la réalité virtuelle. Sinon, en vrac, ce qu'on a vu d'autre l'année dernière, c'est la présentation d'Android N Developer Studio, Developer Preview. Le Android Wear 2.0 qui depuis a été totalement refait et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et que ça vient à peine de sortir pour le consommateur sur certaines montres. On a vu également quelques nouveautés niveau Android Auto et Android TV avec sur Android TV l'apparition de la 4K HDR et du Picture in Picture. Et des outils pour les devs, mais alors là, c'est plus toi qui vas pouvoir en parler, parce que là, je n'ai pas suivi. Et clairement. Donc, alors il y a beaucoup de choses pour les développeurs, notamment celle qui était la plus importante. C'est une boîte qu'ils avaient rachetée qui s'appelle Firebase. Et en gros, le principe de Firebase, c'est de, lorsqu'on a une appli mobile, il faut qu'on la fasse communiquer avec un serveur à quelque chose à distant. Et très souvent, ce n'est pas des serveurs très très compliqués. Et en fait, l'intérêt de Firebase, c'est qu'on peut très facilement connecter un téléphone justement à ce petit serveur-là. On crée très vite le serveur, nos données, et on va pouvoir interagir avec. Et l'intérêt justement de Firebase, c'est aussi que c'est du temps réel. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on peut utiliser ce service pour par exemple du jeu vidéo, où tu fais vraiment du temps réel. Et voilà, c'est quelque chose qui à la base était pensé temps réel et que Google s'est dit, bon, il faut mettre beaucoup d'argent là-dedans parce que à l'époque, il y avait quelque chose chez Facebook qui s'appelait Parse, qui faisait grosso merdo la même chose, sauf que Facebook s'est dit, ça me saoule, j'arrête du jour au lendemain. Et donc du coup, il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui utilisaient Parse qui se sont retrouvées sans serveur. Et donc Google, ils se sont dit, il faut qu'on y aille, quoi. Et ils ont eu raison du coup de se lancer là-dessus. Oui, exactement. Côté développeur, toi justement, ton expérience, ça te donne... Très clairement, en fait, ils ont Firebase. En fait, ils ont fait une marque dans laquelle ils ont mis aussi plein d'outils pour les développeurs. Par exemple, lorsque vous avez une notification en push sur votre téléphone, ça passe par Firebase. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et très certainement, cette année, ils vont aussi faire pas mal là-dessus parce que c'est un gros sujet pour eux. Et du coup, ça c'est lié à une version d'Android, par exemple pour le consommateur final. C'est toutes les versions. S'il est sous Froyo ou sous Nougat, ça va être la même chose. Exactement, ouais. C'est le développeur derrière qui gère en fonction des API qu'il donne. Ouais, okay. C'est tout simplement ça. Du coup, on va passer à fini de parler de l'édition 2016, on va parler de l'édition 2017 qui arrive donc la semaine prochaine à partir de mercredi. Je rappelle une nouvelle fois que l'émission est en live pour les derniers qui viennent d'arriver, les trois du fond là-bas, je vous vois. Donc vous pouvez discuter avec nous, nous poser vos questions directement via le chat de Twitch. Ça commence à devenir un peu difficile à dire, il y a trop de cheux dans cette phrase. Ou alors via le hashtag encore des cheux que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran, le hashtag TechPaf sur Twitter. On a nos community managers qui nous renvoient vos questions directement ici, on les a sous les yeux, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc, cette année, on va avoir une Google I/O 2017 qui a laissé très peu de fuites. Finalement, on a entendu parler de quasiment rien. Clairement. Donc, on va surtout supputer. On va parler de ce qu'on espère voir et de ce qu'on attend quand même grandement parce qu'il y en a, même si on n'a eu aucune fuite, on sait quand même que c'est obligatoire que ça arrive. À commencer par Android O. Ouais. Donc là, cette année, Google n'a pas attendu la Google I/O pour le présenter. C'était le cas pour N aussi, en fait, l'an dernier. C'était le même principe. Ouais. Je ne me rappelle plus. Donc, en fait, le principe, c'est que ils font une bêta, ils offrent des bêtas pour les développeurs juste avant. Et ensuite, pendant Android O, en fait, ils officialisent vraiment en disant, voilà, toutes les fonctionnalités. Parce que Android O, à l'heure actuelle, c'est juste un outil qui est fait pour les développeurs, dans lequel il faut aller un peu trifouiller pour voir quelles sont les nouveautés. Mais là, Google, en fait, ils profitent de la Google I/O pour dire, voilà, il y aura toutes ces fonctionnalités-là qui seront pour vous. Profitez-en, voilà. Ça arrivera en l'occurrence dans quelques mois. D'accord, et du coup là on a la Developer Preview 1 qui est disponible. Tu penses que la 2 va être disponible à peu près au moment de la Google I/O ?
très clairement, ils profitent de l'événement pour balancer une nouvelle version. C'est quasiment automatique. Donc on va avoir des nouveautés à vous donner directement pendant la conférence, dans les jours qui suivent la conférence, sur toutes les nouveautés qui ont été intégrées entre la DP1 et la DP2 sur Android O. Mais déjà, la première développeur preview d'Android O apporte quelques nouveautés. Toi, tu as pu mettre un petit peu les mains dedans et essayer un petit peu tout ça. Nous, on l'a vu quand même de façon assez subtile, puisque comme tu l'as dit, c'est beaucoup axé vers les développeurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les nouveautés d'Android O par rapport à nous? Alors, déjà, ce qu'il faut être... moi, d'un point de vue assez personnel, je trouve qu'il n'y a pas énormément pour les utilisateurs finaux de grosses fonctionnalités. C'est beaucoup de petites choses. Donc, et on va vous parler de plein de choses, mais qui ne vont pas vous paraître énormes. Donc, rassurez-vous, nous aussi, on trouve que c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qui arrive? Déjà, le picture-in-picture. Donc, c'est la possibilité, par exemple, quand vous êtes dans une vidéo YouTube, vous quittez YouTube, vous allez dans le navigateur. Ça permet d'avoir une petite fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir continuer de lire la vidéo. C'était donc sur Android Télé l'année dernière, et donc maintenant c'est aussi sur les téléphones. Et ça, tous ceux qui écoutent de la musique via YouTube vont être super heureux, sans avoir à passer par un logiciel tiers. Exactement. Par contre, si on éteint l'écran, la vidéo s'arrête, mais bon. Il y a aussi pas mal de nouveautés du côté des notifications. Alors, c'est une grosse nouveauté, notamment pour des grosses applis type Facebook, qui vous envoie une notification pour un anniversaire, une notification pour un événement, quelqu'un qui a liké un post. Donc maintenant, en gros, les développeurs ils vont pouvoir catégoriser les notifications qu'ils envoient et par exemple dire les événements, les likes, etc. Et en tant qu'utilisateur, on va dire, ces notifications d'événements, je veux plus du tout les voir, ou j'ai pas envie que mon téléphone vibre pour ce genre de notif. Donc dans ce cas-là... Là d'ailleurs sur l'image, on pouvait voir sur l'application Frandroid que tu as développée d'ailleurs, la gestion des notifications push en fonction de l'actu ou l'actu dédié à un sujet. Je crois que c'est l'actu chaude qui avait... Exactement, c'est un type d'exemple qu'on peut mettre en place sur l'appli Frandroid par exemple. Typiquement pour les news, les applications d'actualité, c'est parfait pour, et effectivement, comme tu l'as dit, pour les réseaux sociaux qui envoient un très grand nombre de notifications. Ça va simplifier la vie aux utilisateurs et éventuellement aussi sauver un petit peu d'autonomie à nos téléphones. Parce qu'à force de vibrer toute la journée dans la poche, je pense que ça consomme un petit peu. Surtout que forcément, on a le réflexe un petit peu stupide de toujours rallumer l'écran pour vérifier quelle est cette notification. Clairement. Au-delà des notifications et du picture-in-picture, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose qui est intéressant si vous utilisez des outils comme Dashlane, alors que LastPass. Là, tu vas parler un truc qui s'appelle l'autofill. Donc, si vous utilisez des gestionnaires de mots de passe, en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous avez un gros coffre-fort qui contient tous vos identifiants avec les mots de passe, et quand vous allez sur un site, automatiquement, ça vous connecte. Et l'autofill, c'est tout simplement dans vos applications, automatiquement, quand vous allez avoir login mot de passe, ça va le remplir pour vous. Voilà, mais il va bien évidemment falloir que LastPass, Dashlane, etc. Implémentent ça pour que ça soit mis en œuvre. Ok, bon, a priori, ça reste quand même des grosses applications, donc ils vont se mettre à jour assez rapidement, je pense. Mais par contre, là, c'est quand même une fonctionnalité qui est très très limitée parce que, mis à part des gestionnaires de mots de passe... c'est utile que pour eux. Voilà. Il me semble également qu'on a une meilleure gestion des tâches de fond. Pour justement gagner en autonomie sur nos téléphones. Donc quand on ferme une application et qu'on retourne sur une autre application, a priori, elle n'est pas totalement tuée, mais le cache, plutôt que de rester en cache, est copié sur la mémoire morte, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir la récupérer derrière, mais sans qu'elle consomme de trop. En gros, c'est extrêmement compliqué de vous expliquer ça, mais... ça fait énormément de temps que Google essaye en fait de garder l'aspect libre, où en fait les applications ont vraiment beaucoup d'espace, ce qui n'est pas le cas par exemple sur les applis iOS, et se dire que en fait il faudrait peut-être les contraindre un peu pour se dire ça va nous économiser de la batterie, des choses comme ça. Donc là en fait on est en train d'atteindre un niveau de maturité d'Android qui est assez élevé, et de l'autre on se dit comment est-ce qu'on peut peut-être essayer d'améliorer l'autonomie en parallèle. Donc c'est les développeurs qui vont devoir faire un peu les frais de ça, mais pour les utilisateurs ça va économiser un peu de batterie, c'est des petites choses. Mais très clairement en fait on est sur des tout petites modifications, ça ne va pas révolutionner votre vie très clairement. Donc pour le moment Android O c'est sympathique, mais
En gros, voilà, ça bouleverse pas. Il n'y a rien de. Alors, c'est comme un petit peu passer le lollipop à marshmallow. Là, on passe de nougat à Android. Je me demande même si c'est pas de 5 à 5.1. Carrément. Il y a vraiment pas beaucoup de choses que je trouve intéressantes. Après, c'est la première développeur preview. Ouais. On en verra peut-être un petit peu plus justement à la Google I.O. On espère voir de nouvelles choses. Peut-être également une petite refonte esthétique, peut-être pas très poussée, mais on a vu par exemple que les développeurs maintenant peuvent changer leur police d'écriture. Alors oui, c'est déjà possible aujourd'hui, mais sauf qu'ils le font d'une manière beaucoup plus simple que c'était le cas. Donc ça les motivera à le faire. Exactement. Donc il n'y aura plus que Roboto qui est la police d'Android, il y en aura d'autres. Il y a aussi sur l'aspect thème, donc en fait tout l'écran des paramètres qui a été entièrement refait. Donc tout a changé de place, c'est un peu difficile de s'y retrouver au début. J'étais un peu perdu quand j'ai essayé. Et surtout, ils sont passés sur une interface qui est noir et blanc, donc au début ça choque un peu, mais bon, après on s'y fait au bout d'un petit moment. Et en parlant en fait de tout ce qui est interface, il y a une fonctionnalité qui est pour moi intéressante, c'est que on le voit au détour d'un paramètre, c'est la possibilité d'appliquer des thèmes. Donc on retrouve ça par exemple sur les téléphones Samsung, sur plein d'autres constructeurs. Mais là c'est vraiment... Plein de marques qui le font, HTC, Huawei, voilà. Aujourd'hui ils le font presque tous. Mais là en fait ça va être intégré dans Android, donc du coup ça va être pour tout le monde. Puis surtout ça va être unifié parce que c'est un gros bordel aujourd'hui quand on veut un thème. Des fois on est sur un téléphone, on trouve un thème sympa, on l'achète, puis on switch de téléphone, c'est non c'est plus la bonne boutique, donc c'est raté. Là au moins on aura une boutique unifiée, ça Exactement. va être plutôt agréable. Et pour ceux qui aiment utiliser aussi des launchers d'applications, des fois on a des drôles de surprises avec des icônes qui sont plus du tout au même format parce que le launcher n'a pas prévu le pack d'icônes qui va bien pour telle ou telle application. Désormais les développeurs pourront choisir de n'enregistrer pas une seule mais plusieurs icônes pour leur application, ce qui fait qu'ils pourront en faire une carrée, une ronde et comme ça s'adaptera aux différents thèmes qui seront proposés par les différents développeurs dans les launchers d'applications, etc., etc. Donc on devrait quand même aussi avoir une meilleure unité dans le design général. J'en profite entre deux sujets pour faire une petite pause, pour rappeler qu'il y a un concours spécial TechPaf, que si vous suivez la chaîne Frandroid, Twandroid du coup, sur Twitch, quand on arrive à 500 followers, on lance un concours pour gagner un Chromecast. On a déjà fait gagner il y a 2 émissions lorsqu'on vous a présenté le Galaxy S8. Donc là, il y en a un deuxième à gagner, mais pour le faire gagner, il faut que vous soyez 500 à nous suivre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite case et pour nous follow. Et tant qu'à faire, ramener les copains, comme ça au moins ils pourront cliquer sur la case, vous pourrez gagner plus rapidement le Chromecast. Donc on continue un petit peu avec ce qu'on attend sur la Google I.O. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat de Twitch ou sur Twitter via le hashtag TechPaf. Et on continue avec ce qu'on espère voir à la Google I.O. et notamment Android Things, qui est de la domotique. Google l'avait présenté en 2011, justement pendant une Google I.O. À l'époque où elles étaient encore un petit peu impressionnantes, où on avait notamment le mec qui a sauté en avion en parachute avec ses Google Glass. Donc là, ils ont essayé de nous impressionner un peu à l'époque, en 2011, avec Android Atom, qui était leur révolution domotique et qui n'a jamais percé. Exactement. Il y avait notamment des ampoules en Wi-Fi qui nous avaient annoncé. On les attend toujours. Je me rappelle, ils avaient fait des super démonstrations, notamment avec des jeux vidéo. Ils avaient dit, moi je me suis dit, je vais pouvoir jouer avec mes ampoules qui clignotent à chacun de mes tirs. Et j'attends toujours. Donc, et puis après, on peut le faire autrement que par on peut le faire autrement, avec les Philips. Il y a les Flipview, il y a ce genre de trucs, mais ça reste quand même très contraignant dans certains moments, donc j'ai pas encore sauté le pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait à la rédaction et qui râlent assez souvent du fait que ils peuvent plus passer par l'interrupteur et que quand ils veulent éteindre la lumière, ils sont obligés de passer par leur smartphone, ce qui est pas toujours évident. Donc là, avec Android Things, on attend beaucoup de choses quand même. Alors Android Things, il faut bien le décaler parce que c'est pas vraiment de la domotique en tant que telle. Android Things, en fait, c'est un nouvel OS qui vient en fait suivre un OS
OS qui s'appelait Brio, qui avait été annoncé en 2015. Et en fait, c'est un OS qui est à destination de tous les objets connectés, donc de l'IoT. Donc c'est un OS qu'on peut retrouver dans un frigo, dans un four, n'importe où dans ta maison. Typiquement quelque chose qui n'a pas d'écran. On est habitué sur Android à le voir sur un téléphone, une tablette, une télé. Là, Android Things, ça va vraiment être pour de l'IoT. Donc, il y a eu plusieurs versions bêta qui sont sorties et tout laisse à penser que ça va être officialisé à I.O. Le truc qui manque en fait à cet Android Things, c'est des cas d'application concrets, parce que donc aujourd'hui, c'est le principe, ne serait-ce que d'Android Things, c'est de se dire, on a beaucoup de développeurs Android qui existent, donc il faut profiter de ça. Et donc, il va y avoir on va profiter des développeurs pour justement qu'ils puissent développer sur des objets connectés demain plus facilement. Alors que Brio, initialement, c'était justement, il n'y avait pas cette compatibilité-là, bien que basée à l'époque sur Android, mais c'était pas à ce point intégré. Ok, donc on espère pouvoir voir toute une batterie de nouveaux objets connectés à Google I.O. S'il faut, ils vont arriver sur scène justement avec un frigo, un four, des ampoules, puisque on les attend depuis 2011, et puis on verra bien ce que ça va donner. Au passage, on a Air Force 77 qui nous demande quand Android O devrait arriver. Est-ce qu'on a une date estimée? Alors ça dépend de ton téléphone. Si tu as un téléphone Samsung par exemple, il faudra attendre bien 1 an. Mais sinon, officiellement, trêve de plaisanterie, je crois que c'est prévu pour la fin de l'été. Ouais, je pense que c'est à peu près le même planning que l'an dernier. Google avait donné une timeline et effectivement. Donc Android N l'an dernier, c'était à la fin de l'été qu'il avait sorti. Donc grosso merdo, ça va être pareil cette année. Donc on s'attend à une sortie septembre. Exactement, voilà. Et probablement des nouveaux pixels aussi à ce moment-là. Et voilà, on va certainement avoir de nouveaux pixels avec et peut-être d'autres appareils. Mais sinon, du coup, il n'y a pas que Android O et Android Things comme système d'exploitation qu'on attend, même si le dernier est peut-être un petit peu plus optimiste d'espérer qu'il arrive, c'est Fuchsia. Fuchsia ou Andromeda, on a parlé un peu des deux. Donc il y a Issa 2015 qui nous demandait Fuchsia c'est quoi? Et bien Fuchsia c'est un système d'exploitation qui serait capable de réunir tous les objets, c'est-à-dire un système d'exploitation qui tournerait aussi bien sur votre smartphone, sur votre tablette, que sur votre ordinateur ou votre frigo, votre four, etc. Ce serait justement ce point d'ancrage qui permettrait de tout réunir. Et voilà, donc là on a une petite vidéo d'Amarillo, l'interface d'Android Fuchsia, de Fuchsia, qui a été compilée à partir du code source publié par Google sur son Git open source. Et qui ne fonctionne absolument pas. Mais ça permet déjà de se donner une petite idée de la direction que souhaite prendre Google. Donc je ne sais pas si toi tu l'as essayé. Alors non, j'ai pas testé l'interface en tant que telle. Ouais. Moi j'ai plutôt tendance à regarder ça d'assez loin, parce que si on revient aux toutes premières versions d'Android, mais vraiment avant que ça soit officialisé, il y avait aussi plein d'interfaces qui sortaient, alors qui étaient beaucoup moins jolies que celle-là. Donc c'est une interface, est-ce que ce sera ça dans un OS final? Rien n'est moins sûr. Alors pour le coup, moi je l'ai essayé, je l'ai installé, j'ai pris l'APK parce qu'on peut, l'APK tout simplement peut s'installer sur Android, donc vous pouvez le tester, l'essayer. Cherchez Fuchsia sur frandroid.com, vous trouverez l'article avec le lien vers l'APK. Donc techniquement, vous ne pourrez rien faire avec. Vous allez juste vous balader, vous verrez ce qu'on voit juste là, c'est-à-dire un profil sur lequel vous pourrez bouger une jauge de luminosité, sur lequel vous pourrez voir des cartes qui reçoivent a priori des notifications ou des applications, mais vous ne pourrez pas interagir avec tout ça, et même si vous bougez par exemple la jauge de luminosité, ça ne changera pas la luminosité de votre téléphone. En fait, c'est vraiment un mock-up. Et il n'y a absolument rien à faire. En 2 minutes, vous aurez fait le tour de tout ce qu'il y a à faire sur cette APK. Donc, même si ça donne un petit aperçu très rapide et très concis de d'une des possibilités, d'une des voies que suit Google pour Fuchsia, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. La seule petite chose qui est intéressante, je trouve, c'est la gestion du multitâche, puisque justement quand on récupère
plusieurs tâches, donc plusieurs applications, ce qu'on peut penser être des applications, on peut les organiser en onglets, ce qui est très, très agréable en fait. On a une barre d'onglets en haut de l'écran et on switch de l'une à l'autre. C'est plutôt intéressant comme façon de penser. Et sur tablette, on peut avoir jusqu'à 4 fenêtres différentes qui s'ouvrent sur la tablette, sur l'écran, ce qui est plutôt pratique encore une fois, mais il me semble que Samsung le fait, je ne sais plus s'ils le font plus que 2 ou pas. Sur les téléphones, c'est 2, mais... ils sont peut-être qu'à 2 aussi sur les tablettes. Mais ils permettent quand même d'avoir des petites fenêtres flottantes pour des applications sur les tablettes, notamment sur la gamme Note. Donc c'est plutôt agréable. Et là, c'est un petit peu de la même manière, avoir toutes ces applications sous les yeux quand on veut notamment travailler et avoir un texte, ses emails, un diagramme, quelque chose. C'est une bonne idée justement pour tous ceux qui travaillent avec leur tablette. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ouais, peut-être une question que vous avez, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir l'interface sur un téléphone Android d'un OS qui n'est pas encore sorti? En fait, tout simplement parce que cette application-là de démo, elle est faite dans un outil, dans un framework, pour être plus précis, qui s'appelle Flutter, qui est développé par Google. Et en fait, ça permet de générer des applications qui fonctionnent sur Android et sur iOS. C'est pour ça qu'en fait, bien qu'on n'ait pas accès à ce futur OS dont on ne sait pas trop comment il s'appellera, on peut quand même, au final, tester ce petit bout-là. D'accord. Je pense à cette raison. Et puisqu'on est dans les questions techniques, on a Issa 2015 qui nous demande pourquoi on ne peut pas utiliser un smartphone comme un ordinateur et installer ce qu'on veut, comme OS. Parce que y a plein de limitations. En fait, c'est pas du tout le même paradigme entre un PC et un téléphone. On l'a vu, ne serait-ce que faire du boot entre deux OS, donc par exemple Windows Phone et Android. Il y en a eu très peu de téléphones qui ont fait ça au final. C'est aussi pour des raisons techniques et ne serait-ce que... alors, tout est possible, très clairement. C'est l'informatique, tout est toujours possible, mais disons que... Tout est imaginable. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est combien ça coûte de le faire et qu'est-ce que ça rapporte. Peut-être ça vaut pas encore le coup. C'est pour ça que par exemple que Samsung ils font un dock dans lequel sur le S8, ou que même à l'époque Motorola avec l'Atrix, ils avaient un vrai PC sur lequel on pouvait connecter son téléphone. Mais ça, en gros, ça s'est absolument pas vendu et c'est aussi pour ça il y a Asus aussi qui permettait de mettre son téléphone dans l'écran de la tablette et qui était vendu avec un clavier. Et donc au final, le téléphone pouvait se transformer en laptop. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a jamais été vraiment ça n'a jamais trop pris, voilà. Non. Il faut dire que même la solution de Samsung du Galaxy S8, avec le dock, on l'a essayé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, quand on a eu le Galaxy S8 dans les mains. Je pense que vous pouvez demander à Romain via Twitter ou juste lire sa preview, enfin son test sur Fandroid.com, vous verrez tout le bien qu'il en pense, c'est-à-dire pas beaucoup. On a une autre question, est-ce que Fuchsia sera disponible sur laptop? Est-ce que tu en as une idée? En fait, peut-être pour revenir à la base, cet OS, en fait, ce serait le fameux merge entre Android et iOS, et Chrome OS. iOS, c'est pas possible. Donc, est-ce que ce serait disponible? Est-ce que ce serait disponible sur laptop? Peut-être. A priori, ce serait la volonté de Google avec Fuchsia de pouvoir utiliser la même chose sur les téléphones, sur les ordinateurs. Moi, j'ai juste une question. Et là, je pense pas que tu pourras me répondre. Mais moi j'aime bien Android et puis surtout j'ai quand même payé pas mal d'applications. Est-ce que tu penses que... parce que à ce que j'ai compris, ils ne gardent pas du tout le même noyau. On est sur une base Linux sur Android. Ça va pas du tout être la même chose. Justement, Google veut se débarrasser de Linux qui peine à faire ses mises à jour dans les prochains noyaux. Donc du coup, est-ce que tu penses que les applications pourraient être compatibles? Ouais, elles peuvent tout à fait l'être. En fait, ne serait-ce que Chrome OS, qui est basé sur un Linux qui n'est pas sur le même Linux qu'Android. Et on peut, à partir du moment où on installe tout le moteur d'Android, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à partir du moment où tout ça c'est disponible, on peut tout à fait faire tourner des applis Android sur Chrome OS. Et en fait, c'est ça la première étape au final de ce fameux merge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que tel, quand on entendait dire Chrome OS et Android vont merger, c'est impossible, quasiment techniquement. Pour ça qu'on a un nouveau projet qui s'appelle Fuchsia. Après, on devrait justement faire la passerelle entre les deux mondes. Exactement. Mais après, c'est quand même, il y a
question philosophique un peu derrière, c'est Android, c'est une marque qui est extrêmement reconnue aujourd'hui, Chrome OS aussi. Est-ce que ça vaut le coup aux États-Unis. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout balancer pour tout remettre, tout mettre son argent ailleurs? C'est un peu risqué. Voilà, on va voir. Et puis surtout, que deviendra Frandroid si on n'a plus de système Android? On va s'appeler Frushia peut-être. C'est ça. Frushia.com. Ou Frandromeda. Ou Frandromeda, ça dépendra du nom qu'aura choisi Google. Exact. Donc on verra ça. Mais ça, c'est pour plus tard et c'est nous que ça regarde. On va essayer de continuer un peu. Donc on a vu un petit peu Android O, on a vu Android Things, on a vu Fuchsia. Et on espère également d'autres petites nouveautés, comme l'année dernière, côté Android TV, côté Android Wear. D'ailleurs, on a The Beef qui nous demande à quand de vraies révolutions sur les montres. L'autonomie est encore beaucoup trop légère et j'ai l'impression que c'est un marché qui ne décolle pas vraiment. Est-ce que tu penses que Google va continuer de foncer tête baissée dans ce domaine-là et améliorer? Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un Android Wear 3.0 là, cette année qui va tout révolutionner? Alors 3.0 c'est sûr que non, parce que déjà l'an dernier c'était 2.0 qui révolutionnait tout. Le seul problème qu'ils ont eu c'est entre le moment où ils l'ont annoncé et le moment où ça a été réellement disponible. En gros il a fallu un an. Bah déjà, en fait, si j'ai bien suivi, ils ont sorti la DP1 d'Android Wear 2.0. Moi, je me rappelle l'avoir essayé et m'être dit, mais c'est abominable, je suis perdu, j'ai perdu toutes mes marques. On est obligé d'avoir un bouton pour pouvoir l'utiliser, donc ça a éliminé déjà quelques montres à l'époque. Et surtout, le bouton, en fait, servait à revenir en arrière, mais pas tout le temps. Des fois, sur des applications, non. Et on avait des gestes à faire sur la... C'était une catastrophe niveau ergonomie. Et au bout d'une semaine, je m'étais déjà arraché le peu de cheveux qui me restent. Du coup, ils ont tout refait en partant justement de tous ces commentaires négatifs sur l'interface. Et c'est ça qui leur a pris beaucoup de temps. Ils ont beaucoup itéré là-dessus. Après, la philosophie de base, c'est qu'elle est toujours là. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mal itéré. Maintenant, il y a un menu d'application qui n'était pas forcément le cas au début. C'est vrai que... Et ce qui est même compliqué aujourd'hui, là j'ai une montre sur Android Wear 2, et en fait, donc le bouton retour... alors que je me trompe pas, quand on appuie, ça revient à l'accueil, mais si on fait un swipe, c'est l'équivalent du back sur Android. Donc c'est extrêmement perturbant. C'était le swipe qui m'avait perturbé. En fait, le swipe est arrivé tout à la fin et c'était assez compliqué. Et rajoutons à ça que entre le moment où ils ont vraiment annoncé la version finale d'Android Wear et le déploiement sur les montres qui étaient sur Android Wear 1, il a fallu beaucoup trop de temps. Google l'a dit pour des raisons techniques, mais en attendant, les gens ils attendent et ils n'avaient rien vu. Donc, et là, on commence à peine à la voir sur les anciennes montres, notamment les Huawei Watch. Qui viennent de le recevoir. Sinon, c'est essentiellement des nouvelles montres et quelques-unes d'autres, les fossiles, il me semble. Il y en a quelques autres qui ont reçu. Mais grosso merdo, à quoi on peut s'attendre, c'est peut-être à une version 2.1 pour essayer de se dire, bon, la 2.0, on a merdé. Donc, on va essayer de faire une nouvelle version sur laquelle il y aura peut-être 2-3 nouvelles fonctionnalités. Et on va essayer de tout corriger pour essayer que les gens soient contents. Parce que, si on en revient à la question, c'est vrai que le marché des smartwatches, aujourd'hui, c'est encore... ça prend pas trop, ne serait-ce que quand on compare aussi avec l'Apple Watch, où on voit qu'il y a beaucoup de développeurs qui avaient fait des applications sur l'Apple Watch qui, justement, ne les maintiennent plus. Donc, c'est un marché qui est intéressant, mais il y a encore, ne serait-ce que l'autonomie, la question qu'il y avait, ça reste encore un des points problématiques. Là, sur la montre que j'ai, c'est une journée. Qui là malheureusement est limité par des contraintes techniques puisque les batteries n'évoluent pas ou quasiment peu, puisque on est limité par la place sur une montre et donc forcément on ne peut pas, comme sur les téléphones, agrandir l'écran à l'infini pour essayer de poser une batterie un peu plus grande. Là sur la montre ça va commencer à se voir et ne pas être très beau. On a eu plusieurs questions sur Fuchsia et sur d'autres choses, notamment est-ce que Fuchsia et Andromeda c'est la même chose? On a entendu les deux noms jusqu'à présent, est-ce que tu penses que c'est la même chose? A priori, on aurait tendance à dire ça parce qu'on n'invente pas des OS tous les jours quand même. Les deux semblent avoir quand même la volonté de réunir le monde des mobiles et des PC, donc a priori ça devrait être la même chose. Exact. Mais avec Google on ne sait jamais. C'est ça. Ils peuvent avoir tellement de projets différents ou sinon deux équipes différentes qui travaillent sur une même idée
se tirer la bourre et essayer de voir qui arrivera le mieux à trouver la solution. On a également Android Windows qui pose une question qui me tracasse. Une question s'il vous plaît, des nouvelles du PC portable de Google qui devait casser les prix des PC haut de gamme, et je me rappelle pas du tout qu'il était question d'un PC de Google. Alors il y a eu les Pixels, certes, Oui. mais qui coûtaient très cher, qui coûtaient plus de 1000 $. Il n'y en a eu qu'un seul? Ah non, Non, il y en a eu deux, il y a eu deux versions. Moi, en l'occurrence, à la Google I.O., ils avaient donné la première version qui était vraiment top. Alors aujourd'hui, le meilleur PC sur Chrome OS, c'est un PC Samsung. Je me souviens plus de la référence. Mais clairement, un PC portable de Google, ça me dirait. Ok. Quelle architecture pour Andromeda x86 ARM ou une nouvelle, rétrocompatible avec des laptops et des smartphones actuels? L'architecture, ce sera forcément toute, parce que Android, aujourd'hui, ça marche sur MIPS, sur ARM, sur x86. On ne peut pas faire un OS et se dire on va se limiter à certains. Alors peut-être que prioritairement... Surtout un OS ouvert comme ça. Voilà. Prioritairement, ils vont peut-être cibler ARM et x86 parce que c'est la majorité. Donc on rappelle, ARM, c'est ce qu'on retrouve majoritairement sur nos smartphones. C'est les processeurs de Qualcomm, Exynos, etc. Et x86, là, c'est plus les puces Intel qu'on va retrouver sur les ordinateurs. Exactement. Et au niveau de la rétrocompatibilité, est-ce que tu penses que sur ton Pixel, par exemple, est-ce que tu pourras installer un jour Non, je pense que, à mon avis, non. Dans ce sens-là, ce sera difficilement possible. Par contre, peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, installer des applis Android sur ce nouvel OS, il y a moyen. Ok. Toujours sur la Google I.O., je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est un peu tard, c'est à la fin de l'émission, bientôt, que vous pouvez poser vos dernières questions sur le chat de Twitch ou via le hashtag TechPaf via Twitter. On va faire ça très rapidement, mais en vrac, en fait on a quasiment tout couvert, mais on a parlé d'Android Wear, on a Android TV également, qui pourrait peut-être être mis à jour. Mais on n'a absolument aucune visibilité à ce niveau-là. Alors Android Télé, ça suit pour le coup le développement d'Android O. Et en l'occurrence, il ne me semble pas qu'il y ait des choses transcendantes dessus. Le Picture-in-Picture, mais comme on l'a dit, qui existe déjà avant. Non, ça me dit rien. Android TV, ça va pas beaucoup bouger. Donc a priori, on ne devrait pas avoir trop de nouveautés, à moins que justement, ils nous fassent une grosse surprise. Sinon, on a également ATAP. Alors ça, c'est plutôt ton domaine. Alors ATAP, en fait, c'est pour juste vous resituer, Google I.O., c'est 2 ou 3 jours de sessions, donc des conférences d'1 heure. Et il y a notamment une division de Google qui s'appelle ATAP, et sur laquelle chaque année ils présentent des projets de folie. Donc Soli, par exemple, c'était ce qu'ils avaient présenté l'an dernier, qui est en fait à distance, on avait une montre et à distance on pouvait contrôler sa montre. Alors bon, c'était assez gadget. Il y avait aussi un projet qui s'appelait Jacquard. Quel est l'intérêt de contrôler ta montre à distance? Alors c'était pour le... Parce que contrôler des choses à distance via ta montre, je comprends. Non, mais en gros, il faisait comme ça. Et ça... Ah, d'accord, c'est juste pour modifier les paramètres de ta montre. Ouais. Imaginons si tu as les doigts gras. Voilà. En gros, c'est vraiment de la R&D. Et il y a aussi Jacquard. Jacquard, pardon. Là, c'est des vêtements. Ça marche avec Levi's et qui vont d'ailleurs le sortir dans quelques mois, il me semble, aux États-Unis. Le principe, c'est qu'on va avoir, par exemple, une veste en jean et on va la toucher et, par exemple, ça va permettre de contrôler la musique sur son téléphone sans avoir à sortir son téléphone, quoi que ce soit. En gros, Génial. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te frotte les fesses dans le métro, ça va augmenter le son de ta musique. Potentiellement, on pourrait arriver à ça, mais je pense qu'ils ont quand même prévu le coup. Ils ont mis plus d'1 an à le sortir, donc à mon avis, ils ont prévu ce coup-là. Mais grosso merdo, derrière cette conférence ATAP, c'est des projets cool, si on simplifie le truc. C'est les projets justement un peu what the fuck que Google se garde. Exactement, et dont il n'y a rien qui fuite, donc aucune idée, mais probablement qu'il y aura des choses là-dessus. On espère qu'ils nous feront rêver un petit peu, autant qu'avec ces jeans connectés. Alors justement, tant qu'on est dans les vêtements, on a une question de
première importance, où est-ce qu'Edouard a eu ce t-shirt? Sur internet, mais où je me souviens plus, je vous le donnerai s'il y a besoin. Donc pour ceux qui ne voient pas bien, c'est un t-shirt avec les versions d'Android. Différentes logos des versions d'Android. Exactement. Est-ce que tu as Android O dessus? Non, ça s'arrête à Nougat. Ça s'arrête jusqu'au Nougat. C'est déjà pas mal, il est à jour. Il est plus à jour que la plupart des téléphones qui tournent sous Android actuellement. Alors on va continuer un petit peu avec les questions. Google sort, alors on a Airforce77 qui nous dit Google sort de nouvelles ROM de plus en plus régulièrement, cela va-t-il s'accentuer? Et si oui, les mages apporteront-elles réellement de bonnes nouveautés? Alors Google sort de nouvelles ROM de plus en plus régulièrement, non, pas vraiment, c'est une tous les ans, une évolution majeure tous les ans en tout cas. Après il y a quelques mises à jour de sécurité, enfin on a les mises à jour de sécurité mensuelles et des mises à jour mineures du système, les 7.1.1 par exemple, qui vont corriger quelques petits défauts, mais sinon a priori ça ne devrait pas bouger au niveau de la fréquence, c'est une version majeure tous les ans, tous les 4 ans pour ceux qui ont un Samsung, voilà, on avance de ce côté-là et on verra bien ce qui va devenir, ce qu'il va advenir, pardon. On a Eben 1O, Ebeneo, désolé si j'ai écorché ton pseudo. Pensez-vous qu'il y aura un mot sur la fin du bêta et l'arrivée du Google Play sur tous les Chromebooks en version stable? Il y a moyen, parce que c'est justement l'an dernier où ils en ont parlé. Donc il est probable qu'ils en parlent. Après, ce qui se passe, c'est que, peut-être pour vous resituer aussi, cette année, la keynote, auparavant, elle faisait donc 2 ou 3 heures, ça dépendait du temps qu'ils mettaient. Et c'était une conférence où ils parlaient des produits et des développeurs. Cette année, ils ont décidé de faire 2 heures a priori sur des produits, 2 heures pour les développeurs. Donc déjà, et 1 heure pardon sur les développeurs. Et donc du coup, ça va déjà pas mal changer les choses. Pour nous déjà, ça va être moins chiant. Et voilà, vous, et en gros, il faut suivre la première. Aussi, en fait. C'est ça. Et donc du coup, Chrome OS, ils en parleront peut-être pas dans la première, mais peut-être dans la seconde. Voilà. Ok. Et on a fait à peu près le tour de ce qu'on espère voir lors de cette conférence. Après, il y a bien 2-3 autres petits trucs qu'on espère, éventuellement des Pixel 2, mais ça, on n'y croit pas vraiment. Ou alors des nouveautés au niveau du design des applications et de la façon dont on utilise les applications, surtout avec les Progressive Web Apps et les Instant Apps qui ont été déjà présentés l'année dernière et qui permettent notamment d'utiliser un site web comme une application. Donc ça, c'est pour les Progressive Web Apps. Ouais, et les Instant Apps, en fait, c'est tout simplement avoir une application Android, l'exécuter sans l'avoir sur son téléphone. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils ont déjà commencé. Déjà quelques trucs. Ça commence à être déployé, mais c'est pas sur toutes les applis. Oui. Il fallait voir Pixel 2. Pixel 2, oui, on en a parlé. On n'a pas entendu. D'accord. Donc on a la régie qui nous fait des drôles de signes pour nous dire qu'on n'a pas parlé de quelque chose dont on a déjà parlé. Merci la régie de suivre. Vous êtes géniaux comme toujours. Allez, pour moi, c'est là. Voilà. Donc les Pixel 2 qu'on espère, mais que malheureusement il y a très peu de chances qu'on puisse les voir puisque la fenêtre de sortie d'habitude c'est plus au mois d'octobre à peu près. On les attend avec Android O, donc il y a très peu de chances qu'on les voit. D'autant qu'il y a eu jusqu'à présent aucun leak, si ce n'est les noms de code qui ont fuité sur le Git, qui sont disponibles dans le code source d'Android, mais là, a priori, rien de particulier. Vu qu'il n'y a plus de questions, on va mettre un terme à cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va juste répondre vite fait à Thunderfox qui nous pose une question qui n'a rien à voir avec l'émission, mais tant pis. Bonjour, avec la mode des 18/5/9e, des 18/9e, donc là on parle du LG G6 et du Galaxy S8, va-t-on avoir droit à un retour en arrière pour les détecteurs d'empreintes? A priori, vu qu'il n'y a plus de place à l'avant, soit le constructeur va décider de le mettre à l'arrière, comme l'a fait Samsung, ce qui n'était pas une très bonne idée vu qu'il est placé trop haut, mais ça c'est la faute de Samsung, soit on va avoir un nouveau type de capteur d'empreinte situé sous la dalle de l'écran. Donc selon les rumeurs, c'est le choix qu'aurait fait Apple pour son iPhone 8. C'est également le choix qu'aurait eu l'idée de faire Samsung, mais que techniquement c'était pas possible, alors du coup ils l'ont mis derrière. Donc
A priori, c'est là-dessus qu'on va se décaler. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres informations à ce niveau-là en tant que développeur de l'utilisation des capteurs d'empreintes. Non. Voilà, donc a priori, ça va être soit l'un, soit l'autre. Peut-être pas un retour en arrière, mais plus une nouvelle technologie qui sera invisible sous l'écran. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Edouard d'être venu pour discuter avec nous. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de TechPath. À très bientôt. À bientôt.